Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Panel Hebdo, votre émission hebdomadaire qui décortique l'actualité avec son équipe de chroniqueurs. Aujourd'hui, voilà maintenant une semaine que Madagascar était le théâtre d'un renversement politique. Ange Razoel est parti et c'est un militaire, le colonel Mikael Ranjanérin du CAPSAT qui a pris les commandes. Mais pour combien de temps la promesse d'une période de transition sera-t-elle tenue et à court terme, qu'en sera-t-il des problèmes du quotidien qui sont à l'origine des premières manifestations menées par la Gen Z ? Si la tempête politique souffle fort à Madagascar, en France, Sébastien Lecornu, deuxième version, semble avoir trouvé les moyens de l'accalmie. Les deux motions de censure proposées ce jeudi par la France Insoumise et le Rassemblement national ont été rejetées par l'Assemblée nationale. Un peu d'oxygène offert notamment par les députés socialistes et la suspension de la réforme des retraites, pourtant si symbolique, du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Un semblant de quiétude politique et parlementaire, mais à quel prix? Nous en parlerons tout à l'heure. Le prix, justement, le président Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement sénégalais essayent de le chiffrer pour répondre à la crise économique qu'affronte le pays, surtout illustrée par la nouvelle dégradation de sa note souveraine par l'agence Moody's. Les initiatives se multiplient avec en ligne de mire sa diaspora qui a souvent l'impression d'être à la marge, mais qui paraît servir aisément de bouée de sauvetage pour les régimes au pouvoir. Voilà pour les trois sujets de ce numéro de Panel Hebdo, avec ce soir en plateau Ben Yayassi, analyste politique sénégalais. Bonsoir Ben Yaya. Bonsoir Romain. Émeric Tourignon, journaliste béninois. Bonsoir Émeric. Bonsoir Romain. Alfred Sangoloko, maître de conférence à la Sorbonne, congolais et grand collectionneur de nœuds papillons. C'est nouveau celui-là. Merci. Et oui, je précise les nationalités parce que c'est mon côté marxiste, j'aime bien savoir d'où on parle. Oui. Bon, le côté marxiste sera limité à mon nom qui s'affiche sur le synthé. Les gens comprendront que je suis marxiste juste pour les présentations. Et enfin, Grégory Sieni, cofondateur de Madagascar Média et analyste politique malagasy. Bonsoir Romain. Et justement, Grégory, on commence avec vous parce que l'actualité est très animée à Madagascar. Alors les choses ont beaucoup évolué depuis la semaine dernière. Donc l'ange a été déchu, comme on dit certains de mes confrères. Et donc Razoel a fui même le pays en début de semaine, à façon un peu d'un Louis XVI, parce qu'il a quand même essayé de gouverner derrière, tout en voulant donc diriger le pays. Il avait notamment essayé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais c'est bien, il n'en fut rien, c'est bien le colonel Ranjanérin, 51 ans, qui est devenu le nouvel homme fort de l'île, après avoir refusé d'obéir au gouvernement et de rejoindre le camp des manifestants. L'armée a pris le pouvoir et a notamment dissous le Sénat et la Haute Cour constitutionnelle, la HCC, Haute Cour constitutionnelle, qui avait chargé le colonel de la CAPSAT d'assurer la transition. Une situation encore trouble, mais avec une apparente accalmie après l'escalade de violence durant les manifestations qui avaient fait plus de 20 morts. Alors Grégory, qui est d'abord ce colonel que le monde découvre un peu, mais qui n'est pas inconnu totalement dans le paysage malagasy? Le colonel Ranjanérin est à la tête du CAPSAT. Le CAPSAT, c'est cette fameuse entité militaire où notamment est assez stratégique pour détenir toutes les armes, etc. à Tananarive. C'est une entité qui avait déjà été à l'origine du coup d'État en 2009 avec Mahaman qui était président à cette époque. Et donc le colonel Ranjanérin avait déjà commencé à apparaître aux médias quand il a dit qu'il soutenait la population et du coup la Gen Z par rapport à la situation à Madagascar. Et comme vous l'avez justement rappelé, un certain nombre d'événements ont eu lieu au cours de ces derniers jours, avec entre le président qui a tenté de dissoudre l'Assemblée nationale et derrière, les députés ont voté majoritairement sa destitution. Le colonel Ranjanérin n'est pas totalement inconnu puisqu'il était quand même gouverneur dans le sud de Madagascar. Il avait été aussi emprisonné parce qu'il avait porté atteinte à la sûreté de l'État. Donc il a... de novembre 2023 à février 2024. Exactement, c'est ça. Donc ce n'est pas entre guillemets un inconnu qui arrive au pouvoir. Mais là, plus que l'homme, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu... Donc quand on lit un peu ici et là, et notamment les différentes communications qu'il peut y avoir entre la Gen Z ou même la CAPSAT via le colonel Ranjanérin, Madagascar ne veut plus s'installer, en tout cas, sous l'idée qu'il y ait un homme providentiel. En tout cas, c'est comme ça que c'est communiqué. Donc là, aujourd'hui, l'enjeu est plutôt de savoir comment va se passer l'après et comment on va s'organiser cette transition
que va tenir le colonel Rojranirin pendant 2 ans. Sachant que normalement la GNZ doit jouer aussi un rôle dedans, c'est ce qui a été dit. En tout cas, on va partir sur un mix entre des militaires, des civils et une représentation de la GNZ dans cette transition qui va opérer. Alors je reprécise pour le colonel, sur son CV, il a été incarcéré donc, de novembre 2023 jusqu'à février 2024 pour incitation à la mutinerie militaire en vue d'un coup d'État, puis condamné plus tard à 1 an de prison avec sursis pour atteinte à la sûreté de l'État, voilà, pour les précisions. Donc effectivement, il a déjà manifesté son opposition au pouvoir, au futur ex-pouvoir, si je peux dire, à l'époque. Vous avez parlé de la GNZ, effectivement, je voudrais revenir sur quelque chose qui interpelle un peu, surtout quand on est un peu loin de Madagascar, c'est que en quelques semaines, on est passé d'un phénomène politique qui est parti d'un mouvement social. C'était les gens manifestaient à cause des pénuries d'eau, coupures d'électricité, menées par la GNZ, et on se retrouve une semaine plus tard sur une crise politique institutionnelle avec un militaire comme nouveau protagoniste. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, est-ce que finalement la GNZ se retrouve un peu à la marge, un peu le dindon de la farce dans cette histoire ? Ça, c'était compliqué parce que dès lors qu'il y avait ces contestations, d'un côté, que dans cette contestation initiée par la GNZ et tenue par la GNZ, le mot d'ordre c'était « on ne veut plus d'András Joen ». Donc forcément, ils ont eu du coup le résultat gain de cause. Qu'ils voulaient, gain de cause exactement. Mais maintenant derrière, forcément, qu'est-ce qui se passait derrière ? Soit vous avez les militaires qui sont présents, ou soit vous avez d'autres politiques qui vont venir. Mais la classe politique, vous savez, c'est toujours la même. Aujourd'hui, là, ce qui est en train de se passer, vous voyez là, le député Citen qui était candidat aux dernières élections a été élu président de l'Assemblée nationale alors qu'il était vice-président. Donc là, ce qu'on est en train de voir finalement, c'est pour ça qu'indépendamment de l'homme, il faut plutôt s'interroger sur le système. C'est le système politique qui nous interroge. Parce que le problème, oui, il y avait les problèmes bien évidemment sociaux, comme vous l'avez dit, problème d'accès à l'électricité, problème d'accès à l'eau, problème de pauvreté, mais il y a aussi le problème de la corruption. Et quand c'est la corruption, c'est le système politique qui est forcément visé. Donc là, oui, là pour le moment, c'est très difficile de se prononcer parce que depuis jour après jour, vous avez vu, il y a des informations qui fusent et même là, on est en train de parler encore d'autres informations qui vont arriver. Oui, je précise qu'on tourne le jeudi, que l'émission est diffusée le samedi, donc il peut se passer beaucoup de choses en 48 heures. Exactement. Déjà, demain, normalement, il y aura officiellement, il sera nommé vendredi, président de la transition. Le colonel Rojranirin sera nommé président de la transition. On va voir comment il va composer son gouvernement. On va voir si il y aura, en tout cas c'est un peu moi les informations qui me viennent, c'est qu'il va y avoir du coup une représentation de la GNZ et est-ce qu'il y aura vraiment ces instances de contrôle pour qu'on ne retrouve pas la même chose sur ce qu'on a vécu avant, sachant que Madagascar, comme vous le savez, les crises, malheureusement, on en est à la 5e crise. Oui, un côté bis repetita, si on compare à 2009 par exemple, puisqu'il était déjà là à l'époque, on a l'impression que c'est un nouvel épisode, où c'est un mauvais rêve qui recommence. Alors, là, la différence, c'est qu'en fait, les militaires ont été très méthodiques. Ça, il faut quand même le souligner. Et on voit que le président de 2009 a eu beaucoup d'incidence dans ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire avec notamment les dissolutions des institutions, que ce soit la HCC, le Sénat. Et en fait, l'idée, la stratégie qu'il y avait derrière, c'était que cela ne soit pas considéré comme un coup d'État. Parce que le coup d'État, c'est très, très... péjoratif, comme c'est mal pas vu. Pas que péjoratif, parce que c'est aussi par rapport aux institutions. Là, vous avez vu, là, déjà, l'Union africaine a sanctionné Madagascar. La SADC doit venir également à Madagascar. Et puis aussi, il y a toujours cet enjeu-là à Madagascar, malheureusement, c'est la question des aides internationales. Quand on est très tributaire des internationales. Donc, on voit que dans la façon dont ils ont opéré, ils essayent de faire valider, pour pas que ça soit passé en coup d'État, mais qu'il y ait un assentiment de la population et un assentiment institutionnel avec les députés. Alfred, certains disent que la place des militaires dans les casernes, mais là, c'était inévitable finalement. On l'a toujours dit sur ce plateau ici, que la place des militaires, c'est d'être dans les casernes et puis au front quand il y a des situations comme dans le Sahel. Mais Madagascar a quand même cette tradition, justement, chaque fois qu'il y a des manifestations populaires, sociales, crise économique, etc., que l'armée intervienne. 72, c'était pareil, 2009, pareil. Et donc, chaque fois, l'armée est le dernier recours pour essayer de sortir Madagascar de son marasme. Cette fois-ci, je pense effectivement que l'armée n'était pas au devant de la scène en tant que telle, sauf ce que Rajoel voulait mettre en avant pour tirer contre la foule. On sait qu'il y a eu quand même de morts au départ.
Et ensuite, il y a eu ce refus de prendre encore, d'utiliser les armes contre la population. Et donc, au fond, l'armée n'a fait qu'accompagner le mouvement social entraîné par la génération Z. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ça s'inscrit aussi dans ce qu'on a vu un peu au Mali. On savait que c'était la société civile qui était vent debout contre Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis après, l'armée est venue cueillir la mise. Alors là, ce qui est intéressant dans le cas de Madagascar, c'est qu'il semble se créer une forme de synergie, de convergence entre la génération Z, qui est assez vigilante quand même pour dire on ne va pas nous voler notre victoire, mais on savait aussi au départ que la génération Z ne demandait pas la démission du président, mais demandait effectivement le limogeage d'un certain nombre des caciques du régime, dont un patron, un homme d'affaires. Il a un peu bouleversé son gouvernement dans un premier temps, le président. Oui, et il n'a fait que virer le ministre de l'énergie, mais la génération Z voulait qu'il y ait un changement de fond. Ce que Rajoel n'a pas perçu complètement. Et au fond, quand il a senti effectivement que son mentor, l'homme d'affaires qui s'est barré vers l'île Maurice, ouais. Et donc il a compris que c'était fini. Et puis, il n'avait, objectivement, aucune raison de quitter précipitamment Antananarive pour aller en exil. Au fond, il a créé les conditions de son éviction, c'est-à-dire vide juridique, institutionnel, et donc, comme la nature a horreur du vide, eh bien, la génération Z et puis les militaires se sont engouffrés là-dessus pour changer la donne. On reviendra sur le cas de l'exil du président Rajoel. Émeric, je voudrais vous demander, on parlait justement, vous avez parlé du Mali, période de transition, on nous promet 2 ans, mais on sait d'expérience, on prend notamment les exemples de l'Afrique de l'Ouest, que la garantie d'une période de transition à durée déterminée, c'est parfois des fausses promesses. Alors, comment on peut espérer qu'ici, à Madagascar, la promesse sera tenue de 2 ans? Alors, à Madagascar, il faut le dire, quand Rajoel a été installé à la tête du pouvoir à la faveur du coup d'État de 2009, les militaires ont en quelque sorte respecté leurs promesses en donnant le pouvoir, en remettant le pouvoir à Ange Rajoel qui après a organisé les élections, et Marc Ravalomanana a pris le pouvoir, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, et après notre expert Madagascar, on a vu Ange Rajoel reprendre le pouvoir et diriger. En 2018, ouais. Exactement. Donc, on peut se dire que les militaires là pourront respecter, pourquoi pas, leur parole, mais on n'a pas de blanc-seing à leur donner tout de go. Sachant que pour la plupart des cas, en Afrique, les militaires, quand ça donne une promesse, il faut les prendre avec des pincettes. Et écoutez très bien ce que l'actuel homme fort de Madagascar a dit. Il dit « Je n'ai pas pris le pouvoir, on me l'a donné ». Quand quelqu'un dit « on m'a donné quelque chose », il faut bien regarder, analyser ses discours. Moi, je le vois, cet homme fort, comme un peu opportuniste, ayant constaté un vide, puisque le pouvoir était presque à terre, il l'a ramassé. Et d'abord, il dissout la haute cour constitutionnelle. Devant le palais présidentiel. Devant le palais présidentiel. Avec 4 autres militaires, d'ailleurs, c'est symbolique quand même de l'alignement. Il ordonne la dissolution de certaines institutions. Quand cette soufflé cour... par son collègue, on voit, il n'a pas toute la liste en tête, il y a son collègue qui lui souffle, t'as oublié le Sénat. Voilà. Lui a tendu la main, il a fait rétropédalage, son discours est plus modéré aujourd'hui qu'il y a quelques jours. Et quelqu'un qui est versatile comme ça, il faut s'en méfier, il faut en avoir énormément peur. Et moi,
personnellement, avec du recul, je ne sens pas la situation s'améliorer dans les mains de ces militaires qui, de base, pour moi, ne sont pas venus avec un programme, ont juste surfé sur des contestations. Est-ce que ces contestations ont créé un programme de société? Je ne le pense pas. Et ce sera peut-être la Gen Z, puisque vous l'avez posé comme question, la Gen Z risque, d'ici quelques mois, pour mes analyses, d'ici quelques mois, de peut-être s'en mordre les doigts. Avant de vous donner la parole, Ben Yahia, je voulais introduire sur une hypothèse aussi. C'est que non seulement, pour moi, le colonel n'a pas fait que prendre le pouvoir, il a aussi montré que le Léviathan, si je devais parler comme Hobbes, parce que c'était Marx tout à l'heure, qu'à Madagascar, le Léviathan pouvait se retourner contre le pouvoir. Il a montré l'exemple à des camarades militaires. Alors, qu'il ait dans un premier temps l'adhésion populaire, parce que dans l'instantané, ils ont obtenu gain de cause avec le départ du président Rasual. Attention, il faut surtout qu'il ait la légitimité de ses camarades militaires, parce que la CAPSAT, si je ne dis pas de bêtises, c'est juste une branche d'élite. C'est juste une unité. Mais une unité de l'armée dans son ensemble, ça ne veut pas dire, je ne sais pas s'il fait l'unanimité au sein de l'armée. Si, on peut tout à fait imaginer qu'un autre militaire aspire à profiter de la situation pour renverser le colonel Ranjanirine dans les prochains jours, surtout s'il sent que le vent tourne au niveau de l'adhésion populaire, n'est-ce pas, Benigna? Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On sent les risques d'un coup d'État dans le coup d'État. Parce que s'il n'y a pas une adhésion, je pense qu'on a affaire à une sorte de quator. C'est 2 colonels, 3 généraux. C'est les colonels qui l'emportent. Et donc, voilà, ils gouvernent sur la base de cette promesse qui déjà hypothétique, ou bien il y aura un renversement de situation, ça veut dire la hiérarchie va être respectée, c'est les généraux qui prennent le pouvoir, et là aussi on n'est pas sorti de l'auberge. Moi je pense que l'ancien président Ange Rajouel a fait une première erreur, et c'est lui qui a convoqué l'armée dans le jeu politique, en nommant un général comme Premier ministre, et le but c'était de rétablir l'ordre, disait-il. Alors qu'il n'avait pas compris que quand il a été élu, il disait qu'il était jeune, qu'il comprenait les problèmes de la jeunesse, et il était incapable de résoudre les problèmes de cette jeunesse. Je pense qu'en nommant un général comme Premier ministre, sciemment ou inconsciemment, il a ouvert la porte à l'armée qui, de manière opportuniste, s'est introduite également dans ce jeu. Donc on va vers, de mon point de vue, une situation incertaine, parce que avec le risque, comme je l'ai déjà évoqué, d'un coup d'État dans le coup d'État, on se pose également des questions, parce que le colonel qu'on a vu prendre la parole, je le disais tantôt, il me rappelle le capitaine Dadis Moussa Camara dans sa rhétorique. Et avec des militaires pareils, je pense que la ZNZ doit prendre ses dispositions, et je pense que si les dispositions ne sont pas prises, sous peu il y aura de nouvelles contestations sous une nouvelle forme, et ce sera encore une autre crise ouverte. Pour combien de temps, l'avenir nous le dira. Oui. Ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer à Madagascar, parce qu'on l'a dit justement tout à l'heure, on a toujours vécu des crises institutionnelles et des renversements avec la population. Mais là, en fait, on assiste, je pense, la crise d'aujourd'hui est très différente de celle de 2009, par exemple. Je pense qu'elle ressemble plus à celle de 72. C'est-à-dire que là, clairement, la Gen Z a mis en lumière des gros problèmes à Madagascar. Problèmes de besoins primaires, électricité, accès à l'eau. Et je pense que la classe politique, elle s'interroge beaucoup. Et elle est aussi très prudente, je pense qu'elle va être très prudente, parce que là, tout le monde a été quelque part bouleversé par ce qui s'est passé. L'influence des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui peut se passer derrière? Je pense qu'aujourd'hui, personne de cette classe politique va dire on va le faire comme avant. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, ce qui va se jouer, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais un peu de contrôle, de garde-fou. Il faut que la Gen Z continue de maintenir cette pression si elle veut voir que ces revendications puissent s'appliquer avec cette gouvernance de transition. C'est ça tout l'enjeu pour la Gen Z. Est-ce que la Gen Z peut à elle seule suffire comme garde-fou justement par pouvoir? Est-ce qu'il ne faudrait pas compter sur des institutions plus solides, plus traditionnelles?
La Gen Z ne va peut-être pas suffire. Oui, bien sûr, mais là, vous savez bien, là, aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est la Gen Z qui est à l'origine de tout ça. Ouais. Vous voyez, après, bien évidemment. Oui, mais vous voyez bien qu'ils n'ont pas. Ça allait bien au-delà de ce qu'ils demandaient. Donc ça prouve qu'ils peuvent perdre le contrôle. De toute façon, dès lors qu'ils avaient un parti pris de dire que nous, on ne met pas de leader à la tête de ce mouvement-là, forcément, on se retrouve dans cette situation-là. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je suis en train d'observer, qui sont en train de se revendiquer représentation de la Gen Z. On sent bien qu'il y a des jeunes qui ont compris qu'il y avait un opportunisme à avoir, il y avait des positions à prendre, comme dans tous les mouvements, mais des mouvements, vous savez, même ici en Occident, on a vu les mouvements, comment ça se passait, quand il n'y a pas personne, il n'y a pas une tête où on peut négocier. D'ailleurs, ça a été un problème pour Hans Rajwen, parce que dans les jours qui ont suivi les contestations, il a convoqué une jeunesse au palais présidentiel, ce n'était pas la jeunesse de la Gen Z. Exactement. Vous avez 40 ans, vieux jeune. Donc voilà, donc c'est ça aujourd'hui, je pense, le contexte et l'enjeu. On peut avoir un pessimisme, je pense, quand on sait qu'il y a les militaires, parce que malheureusement, quand on regarde l'histoire, quand on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays africains, on peut avoir un pessimisme. On peut avoir un optimisme qui peut aller dans le sens d'Alfred et pondérer ce pessimisme en disant que si la Gen Z continue le combat, on va voir ce que ça va donner dans les premières semaines et les premières mesures qui vont être prises. Je pourrais ajouter juste Allez-y, Alfred. une petite chose, c'est que ce n'est pas non plus dans la tradition de l'armée malgache de faire un coup d'État dans le coup d'État. En réalité, et c'est ce que le colonel est en train d'essayer de faire, de ramener toute l'armée Fédérée. voilà, pour qu'il y ait une sorte d'unanimité dans la manière de penser justement l'après-Rajwen. Et ça, c'est un. De deux, ce qui est intéressant aussi dans la situation, c'est que j'ai écouté il y a 1 ou 2 jours la porte-parole, entre guillemets, justement, de la jeune génération Z, qui disait ceci: je leur ai dit, puisqu'ils se sont réunis, voilà, le pouvoir, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Puisque pour le moment, nous avons le vent en poupe, eh bien, il a rencontré le colonel pour dire, il faut à tout prix que nous soyons associés à tout ce qui est en train de se passer maintenant. Et donc, il y a ce devoir de vigilance, dire, on veut constituer un gouvernement des civils, très bien, mais nous y serons présents, toutes les négociations. Donc, ça signifie effectivement, et là, moi, je suis assez optimiste, et je crois que le colonel, même l'armée, a compris effectivement qu'elle ne peut pas aller contre la jeunesse de son pays. Et si elle va contre, eh bien, ça risque d'être encore beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a d'autres forces sociales qui sont là, l'Église catholique, les églises qui sont assez importantes à Madagascar et puis qui ont un regard là-dessus, qui accompagnent. Donc, pour l'instant, moi, je reste très optimiste sur l'après-Rajwen. Grégory, vous voulez dire quelque chose? Je me pose une question personnellement. Les revendications, les revendications de base, l'eau et l'électricité. Et je pense que ces deux préoccupations seront noyées ou sont en train d'être noyées par ce système politique qui vient d'être installé. Et on parlerait... Par les troubles actuels, en tout cas. Exactement. On parlera moins et beaucoup moins de cette préoccupation de l'eau et de l'énergie. Je me rappelle, parce qu'il y a un peu plus de 2 ans en arrière, j'ai interviewé le ministre de l'énergie et de l'eau malgache qui me parlait de beaucoup de projets de plusieurs milliards qui seront engrangés et qui permettront d'ici 2030 d'avoir une couverture de 70% en termes d'accès à l'électricité, je pense un certain nombre de pourcentages en termes d'accès à l'eau. Et aujourd'hui, on voit toutes ces promesses, tous ces projets passer outre, passer juste à côté. Ce que revendiquent les jeunes de la Gen Z, je pense qu'on est en train de mettre ça, de balayer cela du revers de la main. Et ce coup d'État n'arrange rien en réalité. Non, je ne suis pas d'accord avec Émeric. Hein. Alors moi, je voudrais mettre une pièce en plus dans le jukebox. Plusieurs années pour parler de transition que de parler du réel problème qui a conduit qui nous a amené là où on est aujourd'hui. Pour nourrir le scepticisme que manifeste ici Émeric, Grégory, récemment, sur une autre émission de notre chaîne, à Mondacalé, il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous aviez parlé non seulement de la corruption dans l'élite, en haut, mais aussi en bas. Oui. C'est-à-dire que la corruption est un mot qui touche tous les pays du monde, mais qui semble particulièrement toucher Madagascar et surtout qui semble toucher
toutes les strates de la société. Oui. Alors, est-ce que la Gen Z est aussi concernée par le problème de corruption? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut espérer, vu que vous parliez notamment de, c'est pas tant des gens compétents qu'il faut, c'est plutôt des gens intègres et loyaux. Est-ce qu'il y a quand même du coup ce risque qui persiste? Alors, ça peut être chez les militaires, mais aussi chez la Gen Z, ces problèmes de corruption. Et dans ce cas-là, finalement, on ne fait que déplacer le problème sur d'autres personnes. Les problèmes sociaux, effectivement, on aura encore des projets qui vendent du rêve, mais qui ne verront jamais le jour. La corruption est une grande problématique à Madagascar. Ça, je l'ai dit. Et... Qu'est-ce qui explique d'ailleurs cela particulièrement à Madagascar? Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, je veux dire. Depuis qu'on a de toute façon ce modèle-là, où on a une classe politique, faut toujours écouter ce que disent les étrangers. Il y avait une mission parlementaire qui était venue à Madagascar pour voir en fait comment était traitée, en tout cas comment était gérée plutôt, l'aide qui était fournie à Madagascar via l'AFD, etc. Ils ont été vraiment totalement choqués par ce qu'ils ont vu sur le terrain. Toute la corruption, il y a tout un système de l'aide, elle est détournée et elle ne va pas du tout aux populations. Et ça va malheureusement même les agents, des gens de l'administration, parce que des fois, les problèmes de salaire, j'entendais sur un plateau que oui, de toute façon, il y avait un gel des indemnités de fonctionnaires depuis un certain moment. Là, aujourd'hui, vous avez parlé à juste titre de l'énergie, le directeur actuel de la Jirama, qui est Ron Weiss, qui vient du Rwanda, qui a fait ses preuves là-bas au Rwanda. Il vient ici, il est totalement atterré par la situation et il ne peut rien faire. Le système est totalement corrompu même à la Jirama et il n'arrive pas à faire le travail qu'il a pu faire au Rwanda. Donc c'est un véritable problème. Après, cette jeunesse, elle est victime du système, donc on n'a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Elle doit vraiment jouer son rôle de société civile pour pouvoir contrôler tout ça. Mais après, je pense qu'il y a deux enjeux à Madagascar pour qu'on puisse en sortir. Il y a cette jeunesse en tant que société civile, parce qu'elle a son rôle à jouer dans cette démocratie. Et il y a aussi la décentralisation, c'est quelque chose qu'on attend très fortement à Madagascar, parce qu'elle n'a jamais vraiment eu lieu. Alors que par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gouverneurs, le système de gouvernorat. Il y a aussi les Fuktan, ce qu'on appelle les quartiers des représentations du peuple. Donc là, c'est à ce niveau, il faut qu'on sorte vraiment de l'hypercentralisation de notre administration et de l'État, et que justement la société civile avec la population puisse jouer un rôle pour plus qu'il y ait cette rupture entre l'élite et la population. Merci beaucoup Grégory. Le temps passe, donc on va fermer le chapitre Madagascar. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, notamment sur le rôle que pourrait jouer la communauté internationale, ou non d'ailleurs. C'est toujours le problème de la souveraineté, du respect de la souveraineté des États. Il y avait aussi peut-être aussi la question des liens entre le président Razoel et la France. Je ne sais pas si... Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, il avait un passeport français, ce qui a peut-être facilité son exil. Mais est-ce que cela manifeste une relation particulière entre la France et Madagascar par rapport aux autres Ça, c'est sûr qu'il y a toujours une bonne relation entre la France et Madagascar par le passé avec les autres présidents. Après, moi, ce que je veux toujours mettre en lumière quand même dans cette exfiltration, dans la négociation, il y a comme la libération d'un franco-malgache et un Français qui étaient emprisonnés, qui ont été graciés par Hans Razwen. Donc je pense que ça a entré aussi dans les négociations de son exfiltration. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Eh bien, en parlant de la France, des choses. Partons du coup direction la France. Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu ont enfin un gouvernement et a passé l'étape des motions de censure déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National ce jeudi matin. L'Assemblée nationale a voté. Aucune d'elles n'a obtenu les 288 voix nécessaires pour faire tomber le deuxième gouvernement du Premier ministre, renommé par certains biscornu. En précisant que les députés du Rassemblement national ont voté pour la censure déposée par LFI, mais pas l'inverse, pour être précis. Donc cette victoire d'étape, le nouveau gouvernement le doit en grande partie au soutien des députés socialistes et à la suspension de la fameuse réforme des retraites qui devait repousser l'âge légal de 62 à 64 ans de manière progressive. C'était jusqu'en 2030, cette progression du recul de l'âge légal de départ à la retraite. Une victoire, donc, mais à quel prix? Parce que reste le problème du vote du budget, qui n'est pas encore réglé, de la dette et du financement de l'ensemble des structures publiques françaises. Et justement, pour compenser la suspension de la réforme des retraites, le ministre de l'économie, Roland Lescure, a déjà annoncé une hausse de 14 milliards d'euros d'impôts qui sera donc discutée évidemment à l'Assemblée nationale. Parmi les propositions, vous avez par exemple taxer le vapotage. Donc je pense qu'Elisabeth Borne ne soutiendra pas cette idée, mais aussi la taxation des petits colis, par exemple, pour ceux qui achètent des petits produits chinois, par exemple. Mais aussi le biocarburant sera taxé, ce qui
paraît un peu en contradiction avec les appétences écologiques du moment. Bon, en tout cas, Sébastien Lecornu l'a répété lors de son discours de politique générale, le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Alfred, est-ce que la Macronie s'offre là un répit suffisant pour tenir jusqu'en 2027 ? Bon, je dirais que ça, c'est une victoire un peu à la Pyrrhus, et que le Premier ministre actuel a su jouer assez subtilement, surtout dans la circonstance politique générée par la dissolution de 2024, qui fait effectivement qu'il n'y a pas de majorité assurée à aucun parti politique, et donc qui appelait justement l'Assemblée à faire des compromis. Et d'ailleurs, quand on pose la question aux Français, aux Françaises, ils disent effectivement il faut qu'ils s'entendent pour trouver les compromis nécessaires. Et puis, parce qu'il y a l'enjeu du budget qui s'oppose. Et si on veut effectivement avancer dans cette direction-là pour dire, nous avons 2 échéances importantes. La première, c'est les élections qui viennent municipales l'année prochaine. Mars 2026, oui. Voilà, et puis 2027 pour la présidentielle. Et si on voulait effectivement apaiser les esprits, il fallait, au fond, donner un signal fort. Et ce signal fort, qui est donné par le Premier ministre au Parti socialiste sur le gel ou la suspension, peu importe, de cette loi sur la retraite, me paraît quelque chose d'intelligent, et non seulement d'intelligent, mais aussi de pragmatique. Parce qu'autrement, on allait vers la dissolution et personne, pour l'instant, n'a intérêt à cette dissolution. Sauf... Personne ? Personne. Sauf ceux qui, justement, heureusement que le Conseil d'État vient de débouter la demande de Marine Le Pen de suspension. La Cour européenne des droits de l'homme l'avait fait déjà en juillet. Et donc, ils veulent justement qu'il y ait le chaos jusqu'au bout pour éviter... d'enjamber jusqu'au... Exactement. Donc, je pense qu'il y a là... Alors, mais le plus dur commence. Oui, le plus dur commence maintenant. On va voir si le discours de la méthode du Premier ministre va marcher dans les discussions, dans les débats qui vont avoir lieu au Parlement là-dessus. Alors, j'ai entendu Malhuret hier au Sénat, oui, avec sa faconde habituelle. Son art du verbe. N'est-ce pas? Absolument. C'est un orateur hors pair qui a invité les socialistes espagnols à venir exactement donner une leçon. Voilà, de gestion justement de la dette et du budget. Exactement. Donc, moi je me dis, là on est vraiment au cœur, au vif du sujet maintenant. On va voir ce que cela va nous donner. De toute façon, il y a quand même une forme d'unanimité chez tous les parlementaires pour qu'on donne un budget à la France d'ici au 31 décembre. C'est ça l'objectif. Après, vogue la galère, comme on dit. Oui, mais en même temps, là, vous parliez du péril du Rassemblement national s'il y avait eu dissolution. C'est peut-être reculer pour mieux s'effondrer, parce que quand les Français vont voir les conséquences, par exemple, de la suspension de la réforme, avec notamment cette hausse d'impôts annoncée, alors, ça ne sera peut-être pas 14 milliards, peut-être qu'ils annoncent 14 milliards pour que ce soit plus que 10 milliards à la fin, mais à court terme, les gens vont voir que leur quotidien ne s'améliore pas forcément, et verront que le Parti socialiste, en tout cas, il risque de traduire, selon moi, mais à vous de me contredire, cet arrangement comme une magouille politico-politicienne pour sauver des postes, parce que, notamment pour les députés socialistes, ils savent qu'ils sont sur des circonscriptions, dans leur partage qu'ils avaient fait avec Nouveau Front Populaire, sur des zones, notamment rurales, où le Rassemblement national a plus de chances de gagner. Donc, il y avait ce danger-là aussi pour... Sans aucun doute. Mais la réalité, au fond, politique actuelle de la France est que même s'il y a dissolution, il n'y aura pas de majorité. Il n'y aura aucun parti politique. Donc, on retombera dans la même situation. Alors, est-ce qu'il vaut mieux... En 2027, on aura un chef d'État, mais les législatives qui suivront, on ne peut pas présager qu'il y aura un parti majoritaire. Exactement. Donc, c'est ça, au fond, ce que la situation temporaire actuelle évite. Alors, la question, justement,
des conséquences de cette suspension, de ce gel justement de la loi sur la retraite. Bien sûr, les socialistes se gargarisent des 3,5 millions de foyers qui vont bénéficier de ce report-là. Mais de l'autre côté, ce sont les jeunes qui travaillent aujourd'hui qui vont porter le poids justement de ce décalage. Mais on n'en est pas encore là puisque ça va être discuté pour trouver quand même les compensations nécessaires. Et c'est ça. Une promesse de ne pas utiliser le 49.3. Le 49.3. Et ça, c'est aussi un gage très intéressant. Mais en réalité, on découvre les vertus du non-usage du 49.3 maintenant. Alors qu'effectivement, les fondateurs de la Ve République avaient choisi cette option-là dans des cas exceptionnels. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en faire un instrument de gestion au quotidien, justement, des crises politiques ou autres. Malheureusement, ça c'est voilà, surtout lors du premier mandat et puis le second d'Emmanuel Macron, il y a eu un abus quand même. Même si Michel Rocard aussi en avait abusé, beaucoup à l'époque où il était Premier ministre. Et donc, on a dévoyé cette loi. Et je pense maintenant, on revient à son esprit, quitte aux parlementaires maintenant à prendre leurs responsabilités. Le Premier ministre l'a dit, on propose, vous le débattez, et puis, on vote, et ça passe. Et donc, à chacun de prendre ses responsabilités. Parce que sinon, c'est qu'au fond, les parlementaires ont fait jusqu'à présent, c'est de fuir leurs responsabilités. Au fond, en se déportant surtout sur le président de la République, etc. Mais non, mais vous avez la gestion du Parlement. Quand on voit en fait cette situation-là, ce qu'on observe, c'est qu'on a perdu un an. Exactement. Le président, au sortir de l'élection européenne, a dit on a besoin d'une clarification. La clarification, on l'a eue, pas de majorité. On avait dit même ici, c'est pas pour s'enorgueillir, que l'alliance PS-LFI était une alliance de circonstances, la preuve. Et aujourd'hui, maintenant, le PS a enfin compris qu'il fallait sortir du joug de la LFI. Et je pense même que c'était très grave si le PS n'était pas allié, n'avait pas négocié, parce que je pense qu'il y avait vraiment une grande responsabilité de la classe politique. Et ce que vous dites par rapport économique, ça allait être beaucoup plus grave, parce qu'on a tendance, malheureusement, toujours, dans cette Ve République, cette hyper-présidentialisation, d'être focus sur Emmanuel Macron, mais c'est la classe politique, parce qu'on est face à une crise institutionnelle. Donc là, en fait, maintenant, on peut avancer. Je pense qu'en tout cas, le PS a bien joué, Olivier Faure a bien joué avec ses négociations et a obtenu gain de cause sur un certain nombre de sujets, 49.3 et surtout la réforme de la retraite qui est gelée. Et on voit un signe fort à la population. Parce que je pense que même la droite dit qu'il voulait aussi ce gel-là et finalement ça monte bien. Alors de toute façon, une des premières à critiquer, à soutenir cette suspension, c'est la Première ministre qui a porté la réforme. Exactement, le paradoxe il est là, énorme. Et Aurélien Rousseau, qui est député socialiste, était directeur de cabinet, si je ne dis pas de bêtises, ou conseiller en tout cas de Elisabeth C'est ça, Borne. exactement. Donc moi je pense que c'est déjà important qu'on ait on s'accorde peut-être un intermède, mais en tout cas on évite cette crise institutionnelle pour pouvoir avancer. Et je pense qu'il y a tout intérêt de toute façon à continuer les négociations avec le PS pour que ça puisse durer un peu plus longtemps la primature de Sébastien Lecornu. Émeric, c'était un pari risqué pour le Parti socialiste ? Non, moi je ne m'attarderai pas forcément trop sur le Parti socialiste. Le parti trouvera les mécanismes pour continuer à rester dans le jeu. Celui qui me préoccupe énormément, c'est le Premier ministre qui s'est fait quelques mois de sursis pour ma part. D'accord, vous percevez, est-ce qu'il est en rupture avec Macron ou c'est encore le moine soldat comme on l'a présenté depuis Non, je ne pense pas qu'il soit en rupture avec Macron. Tout est discuté avec le président de la République. Les options à mettre sur la table pour éviter un séisme ont certainement été discutées avec celui qui l'a nommé, donc le président Emmanuel Macron. Mais les débats sur le vote du budget vont nous permettre de voir un peu plus clair. Et je pense que c'est à ce moment-là que dès qu'on passera peut-être cette époque, que le cornu pourra se dire, bon, j'ai un peu de répit, je peux travailler comme cela se doit. Il a dit ce jeudi matin, que l'heure n'est plus trop au discours, c'est au travail. Et il sait que
les secondes sont comptées, les minutes sont comptées, et peut-être il passera peut-être pas l'année sur le fauteuil du Premier ministre. C'est une... bien malin celui qui prophétisera et dira avec exactitude si le Cornu restera Premier ministre jusqu'à la fin de l'année. On verra pendant les discussions sur le budget. Et si ce n'est pas la fin de l'année, il y aura les municipales en 2026 qui risquent Exactement. Voilà, qui donneront une couleur du paysage politique de la France. Ben Yaya, est-ce que c'est aussi une auto... Oui, vous voulez dire? Oui, je pense que la France avait bien besoin de cette trêve. Pour combien de temps encore? Et j'ai bien observé la position. Moi, ce que j'ai observé, c'était vraiment mon inquiétude, c'était la position du Parti Socialiste. Parce que pour la LFI, tout le monde savait que, bon, voilà, leur objectif, c'était... Le chaos. Le chaos. RN, avec la même le chose. cas Marine Le Pen, ça passe ou ça casse, mais c'était le chaos. Et bon, les Républicains, c'est un autre sujet parce que déjà il y a eu des autres. C'était tous les premiers perdants. Absolument. Et ensuite Retailleau, malheureusement, qui se voit son autorité même bafouée par des militants qui ont accepté de participer au gouvernement. Et donc je pense qu'à ce niveau, le Parti Socialiste a bien joué le coup. Et ça nous fait revenir à l'orthodoxie même de la vie politique, ça veut dire le débat parlementaire avant tout, avant le passage exactement. Avec le 49.3. Je pense que maintenant, comme le disait Alfred, les parlementaires, toute la classe politique représentée au niveau du Parlement doit être face à ses responsabilités. Soit... Vous y croyez? Parce que c'est les mêmes députés qu'il y a 3 semaines. Donc Oui, mais... oui et non. Oui, dans la mesure où, comme je le disais à l'entame de mon propos, il y a une trêve. Est-ce que cette trêve va passer le cap de la nouvelle année? Mais comme vous l'avez souligné, il y a également les élections locales qui se profilent à l'horizon. Et donc, chacun essaie d'ici là de tirer son épingle du jeu. Le Parti Socialiste qui a déjà les yeux rivés sur ces élections, essaie de voir par rapport à certaines circonscriptions comment se positionner ou bien comment passer devant le RN, ainsi de suite. Donc, c'est une trêve. Mais ce n'est pas complètement une trêve, c'est une veille d'armes plutôt. Mais juste pour conclure sur ce sujet, je vais poser cette question un peu provocatrice, un peu cynique. C'est à partir du moment où vous avez en fait 3 blocs qui sont très distincts, parce que c'est ça. Dans les années 70, il y a toujours eu 3 blocs, mais les 2 autres blocs sur l'extrémité étaient plutôt c'était la gauche et la droite de gouvernement, donc c'était plus facile de faire des alliances avec le bloc central. C'est ça. Là, les 3 blocs, c'est les 2 extrêmes et le bloc central. Chaque bloc a intérêt à ce que... Enfin, il y a toujours 2 tiers de l'Assemblée qui a intérêt à ce que le 3e échoue. Oui. Tout à fait. Donc, vos espérances sur le dialogue, le débat de qualité, j'avoue que j'y crois moyen, parce que LFI et le Rassemblement national n'ont pas intérêt à ce que cette alliance, on va dire, En Marche Horizon, Parti Socialiste, réussisse à faire fonctionner le pays, à résoudre quelques problèmes à court terme, d'ici les municipales et surtout d'ici la présidentielle 2027. Mais juste le fait qu'il y ait qu'on privilégie le débat parlementaire sous la surveillance de la population, c'est déjà un pas. Moi, je pense effectivement que, en réalité, le RN, le Front National et les filles de l'autre côté sont dans leur position habituelle. Et au fond, c'est tout ce bloc-là. Le Parti socialiste s'était fourvoyé en s'alliant à LFI, sachant tout le mal que Mélenchon a fait au Parti socialiste. Oui, de tout le temps. Sachant tout cela. Ce qui me préoccupe plutôt, ce sont les Verts. Parce qu'ils sont les écologies, si l'on veut. Parce qu'ils sont ambigus. Vous voyez, d'un côté, ils sentent effectivement que il faut effectivement marcher non pas vers les extrêmes, mais vers le centre. Et en même temps, ils ont des critiques qui sont... Heureusement que le Premier ministre s'est encaissé. On a dit tout à l'heure, moine soldat. Quelqu'un a dit, il n'y a ni moine, ni soldat. Le républicain et la République veut justement que le débat ait lieu au Parlement, que les parlementaires prennent leurs responsabilités et le gouvernement la sienne.
Et les choses iront. De toute façon, sur la question du lien entre le Premier ministre et le Président, même quand il y avait les vraies cohabitations, le Premier ministre référait toujours au Président de la République pour trouver un accord avec lui sur ce que... D'ailleurs, on l'avait vu Chirac avec Mitterrand à un moment donné. Oui, mais ce n'est pas des cohabitations. Entre les cohabitations de 2 ans et les cohabitations de 5 ans, c'est pas toujours la... Oui, mais on est d'accord. Mais sauf que Mitterrand avait dit je vais gouverner par ordonnance, puisque la Constitution le prévoyait. Après, Jacques Chirac et ses amis se sont dit bon, on ne va pas à l'affrontement, il faut qu'on s'entende. Et ça a permis, effectivement. Et là, parce que justement, il y avait des majorités claires. Donc, ce qui nous change d'aujourd'hui, qui fait effectivement que si personne ne met de l'eau dans son vin, on court vers la catastrophe. Et maintenant, il commence à piger un peu, puisque les échéances aussi s'approchent. Le gouvernement s'offre une extension avec le fait qu'il y ait le PS qui est dans les négociations. Et ça change totalement la donne. Oui. Parce qu'au départ, on avait un bloc central où le PS n'y était pas. Maintenant, c'est un peu plus clair finalement. On a d'un côté les deux extrêmes qui sont uniquement dans une contestation, et le cœur, tout va se jouer dans cette négociation-là pour avancer. Et Sébastien Lecornu est là pour ça, justement, pour articuler tout ça. D'un côté, satisfaire l'aile du PS, et d'un côté, l'aile de la droite avec les Républicains. Bah, écoutez, on verra bien ça dans les prochains mois, comment ça évolue. Hein. De toute façon, ça passe très vite dans ce pays. C'est un jonglage facile. Hein. Oui, je pense que d'ailleurs, personne n'est accouru au portillon à Matignon pour prendre la place de Lecornu quand il a démissionné. Exactement. Donc, alors, passons là aussi, oui, il y a un peu de bisbille politique, mais là, pour aussi un pays qui fait face à une crise économique importante, c'est le Sénégal. Et je vais vous redonner la parole, Ben Yassi. Alors, ce sera le dernier sujet de cette édition. La crise économique au Sénégal et le gouvernement qui appelle au secours de sa diaspora. Alors, je vais rappeler quelques chiffres. La dette publique a atteint 119% du PIB à la fin de l'année 2024. Et selon certaines sources, le déficit budgétaire structurel est de 14%. Alors, et en réponse, du coup, à cette situation, le gouvernement a mis en place des diaspora bonds, qui, je crois, avaient été déjà appliqués en Inde ou dans d'autres pays en Asie. Exactement. Obligations destinées donc à la diaspora, insérées dans le plan de redressement économique et social. L'objectif est de mobiliser jusqu'à 1 800 milliards de francs CFA sur 3 ans. Et à cela s'ajoute, ces 1 800 milliards s'ajoutent aux 450 milliards de francs CFA levés suite à une des dernières opérations d'appel public à l'épargne. Somme d'ailleurs supérieure à ce qui était espéré. Alors, bon, le Sénégal, qui, on avait parlé récemment, souffre de quelques bisbilles entre son président et son Premier ministre. Là, sur la question de la dette, il y a aussi, on rejette facilement la faute sur le gouvernement précédent, sur Macky Sall. Bon, quelle est la part de responsabilité? Est-ce que c'est encore un héritage lourd à porter pour Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement Sonko? Est-ce qu'il y a aussi la problématique du message envoyé auprès des militants du PASTEF, parce que ça devait être une politique de rupture, hein, plus de dépendance internationale, et là on retombe dans la logique un peu plus traditionnelle. Ah oui, vous savez, c'est les aléas de la communication politique, surtout c'est une communication politique politico-politicienne, parce que ça a commencé toute cette histoire avec une première bourde de l'actuel Premier ministre qui avait parlé d'un compte découvert avec 1 000 milliards de francs CFA. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu la preuve. Et la deuxième bourde, et c'était la plus importante qui nous a conduit directement dans cette situation, c'est une supposée dette cachée de l'ancien régime. Et ce qui a mis tout le pays en émoi, et nos partenaires au développement, et notre premier partenaire qui est le Fonds monétaire international, parce que s'il y a une dette cachée et que le principal partenaire qui est le FMI n'est pas au courant, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où passent toutes les devises des pays membres, n'est pas au courant, ça pose problème. Et donc c'est à ce niveau qu'on est arrivé. Et donc jusqu'à présent, l'actuel gouvernement avait promis un rapport au FMI. Et ce rapport n'est toujours pas sur la table. Il y a quelques jours... C'est un rapport oral, c'est pas écrit. Ouais, mais nous autres citoyens, on a besoin de voir ce rapport pour nous faire des preuves. Et là, il y a une délégation, une sorte de... Le rapport était caché comme le déficit. Voilà. Il y a une team qui a été envoyée à Washington pour négocier. Mais on sait que même si au niveau du communiqué officiel, on a essayé d'arrondir les angles, mais en lisant entre les lignes, on sait que bon voilà, le FMI va nous imposer ses propres procédures. Et
asseoir son propre programme. Certains spécialistes parlent d'un programme d'ajustement structurel qui va être imposé au Sénégal. Et là, nous avons malheureusement, j'ai l'habitude de le dire, un régime de collecteurs d'impôts et de vendeurs de parcelles qui ne s'y connaissent pas trop bien en finance internationale. Là, de façon politico-politicienne, on nous parle de diaspora. Bon, mais ce qui s'est passé avec le dernier appel à l'épargne publique, ce n'était pas des diasporas bons. La diaspora n'a pas participé. Même si on a fait un appel de 300 milliards, on a eu 450 milliards au total, mais on attend qu'on nous montre les chiffres officiels avec les différentes participations, que ce soit des institutions, que ce soit au niveau de la diaspora. Mais en tout cas, pour moi, et ce que je constate en tant qu'acteur de la diaspora, c'est une arnaque politique. Et la diaspora ne peut pas continuer à être la vache laitière. Parce que les derniers chiffres de 2023, collectés au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, font état de 1818 milliards de francs CFA envoyés par cette diaspora. Ça veut dire, si on veut vraiment impliquer la diaspora dans le développement du pays, on doit s'y mettre autrement. Il faut qu'on parte sur la base d'une co-construction. Parce que la diaspora, cette diaspora sénégalaise, elle est associative, elle est entrepreneuriale, elle est civile. Donc, il faut qu'il y ait cette co-construction, qu'on l'implique, mais pas seulement qu'on la traite comme vache à lait. Déjà, à la fin du mois, 90%, ou bien on peut dire 99% des membres de cette diaspora envoient les frais de scolarité. J'ai les chiffres, par exemple, selon la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, les quelques 700 000 Sénégalais installés à l'étranger contribuent à en effet près de 12% du PIB du pays en 2023. Oui. Chaque année, ils transféreraient près de 1 000 milliards, ce que vous disiez, de francs CFA, donc c'est à peu près 1,52 milliard d'euros. Voilà. Oui, c'est les chiffres officiels de 2023, c'est 1818 milliards, soit une progression de 8% par rapport à l'année précédente. Donc, si il y a une démarche qui a été faite, ça veut dire quand on arrive au pouvoir, on constate l'existant. S'il y a des choses à améliorer, on les améliore. Il y a un processus qui était là. Pour des raisons politico-politiciennes, on veut tout mettre à plat pour dire, bon voilà, c'est la faute aux autres. Non, il y a un processus qui a été déjà entamé. On a parlé de la diaspora 15e région avec le président Macky Sall. Il y a une nouveauté qui a été introduite, ça veut dire au niveau de la France et un peu partout dans toute la diaspora, on a nommé des consuls généraux issus de cette diaspora. Ça veut dire pour être en adéquation avec la problématique de la diaspora. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui dorment dans... On connaît deux institutions françaises, que c'est la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole et BNP Paribas, où les Sénégalais, si je prends l'exemple de la France, ont des comptes. Les derniers chiffres qu'on avait, je vais peut-être dévoiler un secret, les derniers chiffres qu'on avait, c'est 3,4 milliards d'euros qui sont dans ces comptes. Comment faire pour que cette diaspora, ou bien ce membre de la diaspora qui met 10 € par mois pour son fils, comment faire de telle sorte que cet argent puisse être récupéré? On avait déjà émis l'idée d'une banque de la diaspora. Exactement. Mais quand on met une banque de la diaspora, il faut que ces membres de la diaspora soient acteurs. Ça veut dire qu'ils siègent au niveau du conseil d'administration, parce qu'il y a un exemple qui était là du temps du Parti socialiste avec la Banque nationale de développement du Sénégal, BNDES. Au niveau de cette banque, les membres de la diaspora avaient acheté des actions. Et quand cette banque a périclité, ils n'ont jamais été remboursés. Quand nous visitons certains foyers, il y a des vieux qui sont encore là, qui nous sortent des actions de l'époque. Ils disaient, jusqu'à présent. Donc, il faut s'installer dans une démarche de co-construction avec cette diaspora. Et les sommes recherchées par l'actuel gouvernement peuvent être facilement récupérées au niveau de cette diaspora. Mais ces levées de fonds que nous constatons, et le dernier appel, moi je vous dis qu'il y a une partie de cet argent, c'est des prêteurs qui l'ont investi. Ça veut dire qu'on risque de voir la dette du Sénégal entre les mains de personnes qu'on ne connaît pas.
Pour conclure, Imric, il reste vraiment quelques secondes. Est-ce que là, on est sur un exemple d'abus caractérisé de la diaspora pour soutenir les pays africains? Non, je ne Ou au moins, du moins les soutiendrai régimes. pas forcément cette manière de penser. Quand on est originaire d'un pays, on est également appelé à contribuer de manière profonde à son développement, même si on vit dans un autre pays. Quoique la diaspora envoie déjà énormément et contribue énormément au PIB du Sénégal. Oui, mais S'il sans y a la des reconnaissance efforts à en faire, retour sur un plan politique. Je crois qu'au Sénégal, il y a 15 députés qui représentent la diaspora au Parlement sénégalais, quelque chose Oui, comme ça. ouais. Et c'est souvent ce qui est reproché. Les gens de la diaspora disent Non. on paye, mais sur un plan politique et national, on n'est pas forcément très bien représenté ou très entendu. Le niveau où on est actuellement, il ne s'agit pas de parler de retombées politiques ou de mécanismes pour associer de manière profonde une classe de la population et tout. C'est comment sauver l'économie sénégalaise. Et si la diaspora peut contribuer plus avec des diasporas bons où il y aura des intérêts à récupérer plus tard, pourquoi ne pas y aller? Le défi, c'est le défi de la mobilisation. Est-ce que le gouvernement Sonko réussira à mobiliser, à fédérer cette diaspora? On parle de 700 000 personnes disséminées un peu partout dans le monde. Est-ce que Ousmane Sonko et son gouvernement réussiront à les mobiliser, à les fédérer afin qu'ils puissent participer à cette levée de fonds? C'est là la grande question qu'on se pose. Mais je sais une chose, je sais que ces jeunes qui sont au pouvoir et qui savent comment lever des fonds, même si c'est à l'interne et qu'ils ne comprennent pas forcément comment on le fait sur le plan international, ils ont de la bonne volonté. Et cette bonne volonté, la population sénégalaise la voit. La population sénégalaise certainement saisira cette bonne volonté pour pouvoir se mobiliser. Ils ont comme idéologie de s'affranchir de la mobilisation de fonds sur le plan international ou via les institutions internationales. Et ça, c'est une question de souveraineté. Est-ce que la souveraineté donnera plus de résultats que la mobilisation de fonds via le FMI, via les instances de financement à l'international? On se pose la question, on verra dans quelques jours ce que ça va donner. Eh bien, merci à vous, messieurs, Alfred, Grégory, Émeric et Benyassi pour cette très belle émission. Voilà, nous avons parlé donc de Madagascar, de la France, le Cornu, deuxième épisode, et donc du Sénégal. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud et à très vite.